Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard Social sur Equinox Télévision. Ils ont émerveillé les amoureux du sport, principalement du football. Ils ont joué pour l'honneur de la patrie. Eux, ce sont des footballeurs de la première heure du Cameroun qui ont tutoyé en tout cas le sommet de la gloire. Vous allez d'ailleurs le constater au cours de cette émission. Mais celui que nous recevons ce soir a émerveillé davantage le tout premier président de la République du Cameroun. C'est bien entendu Amadou Ahidjo. Chaque fois qu'il caressait le ballon, c'était la joie pour ce président. Et bien entendu, plusieurs autres Camerounais et même des Africains. Il est donc notre invité pour cette première partie. Lui, c'est Owona Norbert, 67 ans sonné. Beaucoup de jeunes ne le maîtrisent certainement pas, mais il est ancien joueur de Caïman de Douala, Caïman de Yaoundé. Il est Caïman de Douala, pardon. Il a joué également à l'Union de Douala pendant plusieurs années et ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Owona Norbert, à l'image de beaucoup d'autres anciennes gloires du football au Cameroun, est malade. Il est abandonné à lui-même, sans domicile fixe. Il traîne avec lui donc une grosse hernie. Les spécialistes nous diront de quoi il est véritablement question. L'équipe de Regard Social est allée le dénicher là où il se cache, là où il passe des nuits à la Belle Étoile, pour espérer le sortir de là, avec notamment le concours de tous les Camerounais et même ceux de la diaspora qui regardent ce programme. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue à cette édition de Regard Social. Owona Norbert est donc notre invité. Il est sur ce plateau. Ceux qui l'ont connu à la bonne vieille époque vont certainement se souvenir. Owona Norbert, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça ne va pas, je suis malade. Je traîne une hernie qui va me tuer, qui m'étrangle presque tous les jours. Là où je me trouve là maintenant même, je ne suis plus à l'aise. Ça me fait très mal. Mais je suis venu parce qu'il fallait venir. Oui, mais vous étiez quand même ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Vous avez joué dans Caïman, vous avez joué dans Union de Douala. Dans Union de Douala et puis Caïman. Oui, des grandes équipes quand même. Oui. Comment se fait-il que vous vous retrouvez dans cet état aujourd'hui? J'ai eu beaucoup de pertes en vie humaine. Avant qu'il ne meure, j'ai beaucoup dépensé de l'argent pour les soigner. C'est pour ça que ça m'a mis dans cet état. J'ai perdu 2 enfants et puis j'ai perdu ma femme qui avait le cancer. Et il fallait chaque fois faire venir les médicaments en Europe. Raison pour laquelle je me trouve là où je suis aujourd'hui. Je crois même que j'allais même déjà mourir depuis, mais c'est Dieu qui me garde encore. Votre femme est décédée, ça fait environ 8 ans aujourd'hui. Oui. Et depuis son décès, votre vie a changé. A beaucoup changé. Puisque j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ma femme et beaucoup d'argent pour mes 2 enfants. Avant qu'ils ne meurent. C'est ça que j'ai eu. J'ai eu une perte humaine. 1 mois, 4 personnes. Ça devait même être plus, puisque mon cousin direct aussi était parmi les mourants. Oui. Alors, sur le plan du football, vous étiez, à votre époque, l'un des meilleurs footballeurs de cette époque-là. Oui, Si l'on pays. reste d'abord, principalement, à Union de Douala. Oui. J'étais presque comme professionnel en Union de Douala. J'avais presque tous mes membres m'aimaient, puisque j'étais collectif avec tous mes collègues. Donc, j'avais beaucoup de moyens à faire gagner mon équipe. Je n'étais pas un joueur qui aimait jouer seul, non. J'étais tellement collectif que tous les autres jouaient avec moi. Oui. Je suis très content de voir mon petit frère qui joue avec moi ce soir, qui est Lambep.
puisque ça, c'est un fin footballeur. Donc... Mais vous particulièrement, si je m'en tiens aux informations que j'ai reçues, lorsque vous étiez dans Union de Douala, vous aviez un traitement particulier, parce que vous étiez un joueur exceptionnel à cette époque-là aussi. Je n'avais pas un traitement particulier, comme les gens pensent. Je suis déclarant en douane. Et j'ai travaillé à la Maurie. Et au port, nous avions beaucoup de moyens à l'époque là. C'était pas comme le port d'aujourd'hui. Traitement particulier, comme on vous dit, c'est pas vrai. Je ne sais pas quel membre qui ne m'a pas aimé. Parce que tous mes membres m'ont aimé. Traitement particulier parce que vous étiez à cette époque-là le seul à avoir un véhicule, alors que vos coéquipiers allaient à pied. C'est quand même... Mon véhicule, je l'ai acheté par mes moyens. Beaucoup croyaient que c'est mon président qui a acheté. Non. Mon président, d'abord, je vais vous dire une chose. Quand on parle de mon président Kwame Samuel, je suis né à Neubel. Je suis le fils de Neubel. Tout Neubel était derrière moi. Et puis, mon président était l'ami à mon père, puisque c'est mon père le premier à avoir été le bêtis à Neubel. Ce sont eux qui ont donné même les noms de quartiers. Neubel, le frère à mon père. Vous voyez par exemple, Nkolou, Njombebi, je ne sais pas de quelle tribu vous êtes. Vous voyez, c'est en Camerounais, en tout cas. Vous êtes Camerounais, vous connaissez quand même certains noms en Ewondo. Njombebi, Nkolomita, vous pouvez quand même expliquer ça aux gens. Donc, quand mon feu président vient à Douala, Nkolomita, par exemple, la colline de la joie. Très bien. Njombebi, Mamondo, tout ça. Ce sont mes grands-parents qui ont donné ces noms. Le père à ma mère et Sombesola. Lui qui a donné le nom. Oui. Alors, restons dans votre style de jeu, quand même, puisque c'est ça qui a plus marqué les amoureux du football. Oui. Vous étiez quand même un numéro 10, comme on appelle chez les bêtis, un combé-voué. Oui. C'était quoi votre secret? J'ai copié ça quand nous étions en Europe. J'ai copié ça chez les Blancs. Il y a un joueur allemand qu'on appelait Overath, qui était très bon distributeur de football, numéro 10. Quand je suis revenu, j'ai mis ça en pratique. Donc, c'est ça qui m'a valu l'amour de mon équipe. Parce que je pouvais faire 10 minutes, je ne joue pas. Mais comme j'avais des frappes instantanées, si je dribble 2 joueurs, je tire, le gardien ne sait même pas quand est-ce que c'est entré. C'est ça. Et puis j'ai développé mes cuisses puisque je faisais le karaté. Voilà. Voilà où j'ai séduit la plupart de mes membres. Vous étiez un franc-tireur. Un franc-tireur, comme on dit. J'étais un franc-tireur. Vous pouvez demander n'importe qui. Alors, après les prouesses de Union de Douala, vous vous retrouvez à l'équipe nationale, capitaine. Je suis à l'équipe nationale à, je crois, 21 ans ou 22 ans. Oui, avec les grands frères, les Mbappé Lépé, les Mbete Isaac, ils sont nombreux. Mbete Isaac, l'Inseke Léonard, paix à leur âme, Atana Otou, le Méter, je suis à l'équipe nationale avec eux. Il y a une rencontre que les Camerounais n'ont pas oubliée. Oui. Le match de classement de 72, oui, lors de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Cameroun-Zaïre. Oui. Parlez-nous un peu de ce match. Le Cameroun a battu 3-1. Ce match... vous avez marqué 2 buts. Oui. Nous n'étions plus sûrs que le président de la République viendrait au stade. Vu à la veille, il a même oublié sa voiture quand on nous a battu 1-0. C'est les gorilles qui sont repartis le ramener que la voiture. Bon. Nous, on avait déjà fait une liste des joueurs. Et je savais que je devais jouer.
Bon, on nous a amené des joueurs en Europe qu'on disait qui volaient en l'air comme les oiseaux. Ils nous dépassaient, nous avons Comment accepté. ça? Oh, c'est ce que nous avons appris, que ces joueurs-là, quand tu envoies seulement le ballon, ils volent et ils marquent. On nous a mis à côté. Nous avons perdu le match. Le match de classement alors. J'ai même joué le match là, on nous a battu 1-0, on nous a éliminés. On m'a mis à 20 minutes de la fin du match. Donc c'est moi Jésus qui devait venir sauver, n'étant même pas bien chaud. Mais j'ai quand même tiré 3 fois goal. Ça a secoué les goals très bien. Oui. Le match de classement tel que vous dites. Nous, on ne savait donc pas que le président devait encore venir au stade. À la grande surprise, nous étions à Montfébé, à Yaoundé. Il est venu à 11h nous rendre visite. J'ai seulement entendu comment on m'appelait Ona Norbert, Ona Norbert. J'ai joué au Lido avec un ami. Je suis sorti, j'ai mis mon survêtement et dit que le chef d'État est là. C'est lui qui t'appelle. Ma tête est devenue comme ça. Mais comment? Il m'a appelé, il m'a dit, ce match, vous devez le gagner. Pourquoi on ne t'a pas aligné hier? J'ai dit que l'entraîneur ne m'a pas aligné. C'est lui qui choisit les joueurs. Lui, je vais voir cette affaire. Puis il est Qui parti. dit ça? Le président de la République. Il est rentré fâché. J'ai seulement dit qu'aujourd'hui c'est mon jour alors. Même si je n'avais jamais joué aujourd'hui, il faut que je mouille le maillot. Nous sommes partis au stade. Nous avions joué, il était là. Et le Premier ministre était aussi à côté. Qui était Premier ministre à l'époque? C'est le président Biya. C'est lui qui était Premier ministre. Nous avons commencé le match. Avant même qu'on commence le match, notre entraîneur nous a dit que vous savez que vous jouez avec une équipe qui vient de la Coupe du Monde. Hein. On a dit oui, nous on n'était pas à la Coupe du Monde, mais on va jouer aujourd'hui. Ils ne vont pas nous dépasser aujourd'hui. On a mis la meilleure équipe camerounaise. J'avais un ami, joueur, Ndoga, Jair. Il jouait comme un Brésilien. Il jouait presque comme Bep, qui est là, avec le pied gauche toujours. Il balayait toute l'aile gauche. Dès qu'il centre, je mets ses mains au filet. C'était comme si je m'amusais. Le chef de l'État s'élève, il brandit, il applaudit, il était très content. Nous avons gagné comme vous avez vu, puis nous sommes rentrés. C'est mon plus beau match du Cameroun. Mon plus beau match. Avec le brassard? Non. Vous n'aviez pas encore le brassard? Non, je n'avais pas encore. C'est Emmanuel qui était capitaine à l'époque. Bien, quelques temps après également, vous avez le brassard comme capitaine de l'équipe nationale. Vous passez votre saison en même temps et vous jouez quand même au niveau local, sur le plan local avec Union de Douala. Là-bas également, vous faites des prouesses. Oui, chaque match était pour vous presque une victoire. Presque, puisque l'équipe était bonne. On avait une bonne équipe. C'était presque une victoire. Et puis, nos membres nous encadraient très bien. Un joueur de l'Union qui peut s'élever et dire que bon, nous avons fait un match, on a donné 1000 francs, on ne m'a pas donné, il n'y a personne qui peut se lever et monter le petit doigt. Deux fois même, l'argent qu'on nous donnait pour les primes, je ne prenais même pas. Puisque j'étais sûr que dehors, 3-4 membres, ils vont me donner. Vous jouez à l'époque pour l'honneur? Pour l'honneur, ce n'était pas de l'argent, c'était 2000 francs, 1000 francs, 500 francs. C'est ça. Au marché, quand je passe, comme j'avais une voiture décapotable, on jetait les plantains, ceci et cela, tous. Vous voyez, c'était ça. Si je m'adresse à une station pour payer l'essence, ce sont mes membres qui vont venir payer. C'était comme ça, notre époque. Ce n'était pas l'argent que nous jouons. Alors, quand vous revoyez ces moments, je voudrais dire les derniers moments, en tout cas du football, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Vous savez,
j'ai ma conception à moi que je vais vous dire. Aujourd'hui, nous n'avons plus des joueurs de notre trempe. Le dernier, c'est Eto'o. Parce que même le petit qui est là, balle au pied, il peut dribbler 6-7 joueurs. Aujourd'hui, on n'a plus aucun joueur qui peut dribbler 1-2 joueurs pour tirer ou pour faire une passe. Je ne vois pas. Essayez de voir, par exemple, Messi. Messi ne joue pas seul. 1-2 dribbles, il donne, on lui donne. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de porteurs de balles. S'il y a un, vous êtes journaliste, footballeur, vous connaissez un, citez un. S'il y en a là, il ne faut pas qu'on aille me tuer à la maison que j'ai dit qu'il n'y a pas de footballeurs. Non. Il n'y a plus de porteurs de balles qui peut dribbler 1, 2, 3, 4 joueurs et marquer. Moi, je pouvais prendre le ballon au centre, dribbler 1, 2, 3, 4, 5 et aller marquer. Vous pouvez encore jouer maintenant? Je suis mort, comment je peux encore jouer? Je suis cadavre. Comment un cadavre peut jouer encore? Je ne peux plus jouer. Je peux conseiller mes petits frères, mais pas jouer. Ok. Alors, vous êtes pratiquement effacé. Vous ne faites plus rien. Vous dormez à la belle étoile. Oui. Après toute la gloire, vous êtes aujourd'hui dans pratiquement le désespoir. Oui, je suis dans le désespoir. Vous savez que il y a amis et amis, il y a frères et frères. Il peut te donner une chambre. Dès que tu tournes le dos, tout le Cameroun sait qu'il t'a donné une chambre parce que tu ne vaux plus rien. Moi, je ne préfère pas ça. Et puis, il y a des problèmes intestins dans ma famille. C'est moi qui ai conçu la maison, mais comme le terrain ne m'appartient pas, on me chante tout. On risque de m'empoisonner. C'est pour ça que je suis à la belle étoile. Je préfère encore vivre ces derniers moments que de mourir. Et que c'est eux qui m'ont tué. Non. Je ne préfère pas ça. Les gens que j'ai aidés, que j'ai tout fait. Parce que tout le monde chez moi était rose. La belle vie. La belle vie. J'étais au port. À l'époque, la nourriture venait d'Europe en vrac. J'emmenais le riz, j'emmenais tout. Les gens quittaient même les quartiers pour venir prendre le riz au port. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Alors, vous faites désormais 3, 4, 5, 6 jours sans vous laver, sans manger. Est-ce que vous ne pensez pas à ceux qui sont autour de vous? Quel est le regard que les voisins Ils ne sont pas contents. ont de vous? Ils me parlent. Ils me disent tout. Mais comme je suis un homme décisif, je peux même prendre le couteau et me poignarder. Raison pour laquelle j'ai écrit à 3 membres du gouvernement pour m'aider. J'ai écrit avec accusé de réception. Vous leur avez dit quoi? Je leur ai dit que je suis mourant, je suis malade, qu'ils viennent me soigner. Oui, j'ai écrit. J'ai écrit au ministre Benoît Pak. J'ai écrit au président de la République, son Excellence. J'ai écrit à Madame Chantal. Et je m'étonne que j'ai même à côté de Madame un petit frère que j'ai élevé, Monsieur Stéphane Biacha. Je ne sais pas s'il a vu. Puisqu'il m'a toujours aidé, je ne sais pas si cette fois-ci, il a vu que j'ai écrit à Madame. C'est pour ça que j'ai écrit pour qu'on m'aide. J'ai demandé de l'aide. Ce n'est pas un droit. Oui. En ce moment, vous souffrez, vous portez en vous une hernie. Oui. La voilà. Je suis fier de la montrer. Je ne peux pas cacher la maladie. La voilà. Je crois que le pays doit m'aider. Depuis combien de temps vous souffrez de cette hernie? Ça fait 2 ans. Je ne connaissais pas que j'avais la hernie. Quand je m'entraîne fort là, pour ne pas vite vieillir, c'est ça qui m'a donné la hernie. Et puis les coups francs que j'ai tirés à 40 mètres, 50 mètres, c'est ça qui m'a amené, qui m'a provoqué tout ça. C'est la force. Pour ça que je suis dans l'état où vous me voyez. Mais est-ce que vous êtes allé auprès des dirigeants de l'Union de Douala également, puisque là-bas aussi vous avez joué? Je ne suis pas allé, parce que l'État doit me traiter maintenant. Si on traite les autres, combien de fois?
quand vous me posez une question pareille. Si on traite mes petits frères qui viennent derrière moi, combien de fois on a Norbert qui a joué pour rien? Alors qu'eux, ils jouent pour l'argent, ils ont de l'argent, on les donne de l'argent. Bon, si moi j'ai joué pour rien, on devrait me soigner. Voilà pourquoi je ne suis pas allé à l'Union de Douala. Si j'allais à l'Union de Douala, ils me soignaient. Je ne suis pas allé. J'ai dit que mon pays doit me soigner actuellement. J'ai travaillé pour mon pays. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai, de toute façon. C'est le président Ijo qui m'a donné le nom de maître. Je m'appelle maître. C'est le président de la République qui m'a donné ce nom. Amadou Ahidjo. Lui-même, maître, c'est moi. C'est lui qui m'a donné ce nom. Pourquoi? Parce qu'il a vu que j'étais un maître. Je suis un distributeur de football. C'est comme si j'enseigne. Je ne me vante pas. Tous ceux qui m'ont vu jouer peuvent attester. Oui. Et maintenant, vous êtes dans Regard Social. Oui. Vous êtes assis sur la chaise de l'espoir. Vous pensez que demain, ce sera possible de retrouver toutes vos formes? Vous avez espoir? J'ai espoir à mon pays. J'ai espoir à tous ceux qui me connaissent, qui ne peuvent pas me laisser tomber. C'est la première fois qu'ils me voient à la télé. Et c'est la première fois que je parle du football à la télé, au Cameroun. D'accord. Vous allez regarder cette caméra. Oui. Et vous allez parler à tous ceux qui sont dans cette caméra, tous ceux qui vous regardent à travers le monde. Vous leur dites ce que vous souhaitez. Oui, cher frère camerounais. Je demande que mon pays me traite. Je dors à la belle étoile qui trouve où je peux dormir pour mes derniers jours. Je supplie tous les dignitaires de ce pays de mettre la main pour m'aider. Ça va. Alors, il y a des jeunes également qui vous regardent et qui vous suivent en même temps. Vous avez des bonnes relations avec des stars aujourd'hui, je voudrais dire ceux du Cameroun, les Camerounais qui sont au devant de la scène sur le plan du football. Vous avez des bonnes relations avec ces derniers? Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que je voulais aller voir mon petit frère Eto, mon fils Eto, à savoir, c'était bloqué. Il n'y avait pas moyen d'entrer. Ceux qui étaient là ne voulaient pas nous faire entrer. J'étais obligé de rentrer. Mais j'ai vu un à Aqua Palace. En l'occurrence, M. Njitap. C'est le petit frère qui vient de mourir là. Bref. Il est mort à Idéa là. Puisque je ne connaissais pas bien Njitap, il m'a dit, voilà le président actuel de... Massing. Vous voulez parler de Massing Benjamin? Oui, Massing Benjamin. C'est lui qui m'a donc introduit de dire bonjour à Njitap. Bon, le président Njitap a fait comme s'il ne me connaissait pas. Je me suis présenté. Ouna Norbert, ancien joueur de l'Union de Douala, ancien joueur de l'équipe nationale, ancien capitaine. Comme il discutait avec un blanc, il n'a pas pris la peine même de bien me saluer. J'ai laissé. Donc moi, je ne cours plus après d'eux. Vous avez parlé aux dirigeants du pays, vous avez parlé également aux dirigeants de l'Union. De Douala, je vous ai dit que... Vous ne leur parlez pas? Je ne peux pas demander... Il y a des supporters de l'Union également qui vous regardent. Oui, les supporters de l'Union, je ne suis pas allé vers eux pour qu'ils me soignent. Ils allaient me soigner. Puisqu'il y en a même qui m'ont appelé. Il y a le président Zouko qui m'a appelé de me soigner. Je leur ai dit que je voudrais que l'État me soigne. Je ne mens pas. C'est la télé diffuse le monde. Ils sont au courant de ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas allé. D'accord. Alors, vous allez rester avec nous. Nous allons marquer
la première pause de ce programme. La pause ici nous oblige à regarder une enquête qui a été menée dans l'environnement immédiat de notre invité de ce soir, Ouna Norbert, et avec notamment des personnalités, ses anciens coéquipiers, qui ont également réussi, ont accepté, témoigné d'avoir connu ces derniers à cette époque-là. Il a marqué également les esprits des Camerounais, même des étrangers, sur le plan du football. Donc je vous invite à suivre le grand reportage qui a été réalisé durant plusieurs semaines. Ça, il faut le rappeler, parce qu'il fallait le suivre, il fallait savoir, découvrir où il passe des nuits et comprendre un peu qu'est-ce qui a motivé sa position aujourd'hui. C'est donc un grand reportage qui a été réalisé avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa. Juste après, nous allons recevoir des experts. Ce jour-là, le président déclarait solennellement ouverte la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Je déclare ouverte les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était des moments de gloire pour l'Afrique tout entière et particulièrement le Cameroun. 12 jours à l'affiche de 2 villes, Yaoundé et Douala, sur les lèvres de toute une nation, le Cameroun, et dans les cœurs de toute l'Afrique. C'était la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football, 1972. Le Cameroun, un match de classement ridiculisait le Zaïre à cette époque-là. Une équipe nationale de football composée de joueurs dévoués et pétris de talent. Ouna Norbert, c'est un grand joueur. On a joué ensemble, il a joué dans l'équipe nationale, moi je n'ai pas de chance à jouer. Il venait même ici, il a mis des panneaux. C'est un grand joueur. Et jusqu'à maintenant, moi je n'ai pas vu le 10 qui ressemblait au Ouna. Jusqu'à maintenant. C'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Mais on lui a oublié. Pourquoi? Il chôme dans le quartier maintenant. Ouna, ce n'est pas quelqu'un qu'on va rejeter. Même Union de Douala là. Il faut que Union de Douala lui pense aussi. Le nom est lâché. Ouna Norbert. Le monsieur assis sous une véranda et rencontré par l'équipe de reportage de Regard Social n'a pas d'autres endroits que passer la nuit à la Belle Étoile. C'est sur ce feuille de journaux qu'il pose son corps. C'est ici que je dors. Je vais vous montrer comment je dors. C'est ici, vous voyez mes journaux. Mes journaux, je mets mes journaux ici et je dors. Regardez-moi bien. C'est ici que je dors. Je vous manque pourquoi? Regardez. C'est ici que je dors. Comment? Est-ce que j'ai honte de me coucher? Quand je défendais les couleurs, est-ce que j'avais honte? Pourquoi je dois avoir honte quand je dors à la Belle Étoile? Donc voici. Vous pouvez demander à tous les gens qui sont là à côté, c'est pas ici que je dors. Je ne suis pas en train de mentir. Et voilà, vous pouvez les demander. Vous voyez comment même les gens me regardent. Ils me regardent parce qu'ils me connaissent tous. Norbert, il dort ici. Et des fois, il dort là-bas. La porte là que vous voyez, vous pouvez même filmer la porte dans le couloir que vous voyez là-bas. Et parfois là, à la petite véranda que vous voyez, c'est 3 endroits là où il dort. Bon, moi, je suis le voisin que j'habite juste à côté. C'est un papa que nous, on a remarqué, mais 3 fois tout le temps, il dort ici. Et il dort là-bas sur la véranda, le petit couloir là où il y a la porte marron. Et aussi la porte sur la véranda que vous voyez là. Donc c'est 3 endroits où il dort, dans la pluie, dans le soleil et dans la pluie. Parfois même il lui arrive d'uriner sur lui. Tout ça, ça nous dépasse. On se demande que sa famille est quelque part encore, c'est une personnalité ici au Cameroun, c'est quelqu'un qui a joué à l'équipe nationale, tout ça. Et nous, on y voit vraiment si on pouvait faire que les gens peuvent faire quelque chose pour lui, même l'État, même la mairie. Cet ancien capitaine de l'équipe nationale de football, 67 ans bien sonné, était un footballeur hors pair. Ses meilleurs moments de football se sont écroulés dès la fin de sa carrière comme un château de cartes. Je ne comprends pas que j'ai défendu les couleurs de ce pays. C'est un capitaine de Lions indomptables et je souffre comme ça. Et le peuple me voit souffrir. Le président de la République me connaît très bien. Si je l'ai écrit, c'est parce que je le connais bien, il me connaît très bien. Madame Chantal me connaît très bien. Elle travaille avec mon petit frère qui s'appelle Mbiacha. C'est très honteux que j'écrive et que je n'ai pas, on ne peut pas signe de vie pour venir me chercher.
pour au moins me traiter. N'en parlons plus de là où je dors comme un animal. Je ne savais pas que mon pays pouvait me délaisser comme ça. Je ne savais pas. Je suis obligé de venir à l'ancien état ici où tout le monde me connaît, c'est mon quartier où je suis né. Pour m'asseoir et prendre un peu d'air. Je ne peux pas. Je ne suis pas un mendiant pour aller chez les gens. Puisque je suis connu dans ce quartier où je suis né. Ouna Norbert, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, souffre dans sa chair et dans sa peau. Il peine à manger, il peine même à se laver. L'un des meilleurs joueurs de l'époque, qui a ébloui même les chefs d'État africains, est délaissé, abandonné à lui-même. S'il a faim comme ça, il part chez le chef Aoussa, on lui donne à manger. Et en plus encore, le imam aussi, il lui donne à manger. Et moi, c'est mon père. Là, c'est mon père. C'est mon père. Si j'ai 100 francs, 200, je lui donne. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je ne peux pas passer une journée sans le voir. Souvent, il part ici derrière chez le fils de Garba Aoudou. Il cherche à manger. Là derrière. Il dit sous. Franchement, ce n'est pas bon. C'est un monsieur que nous avons vu jouer étant. Il nous a vu grandir de toutes les façons. On l'a vu jouer étant de gamin. Et puis aujourd'hui, sa situation est vraiment plus que désespérée. Il est vraiment malade et laissé à lui-même. Et vraiment, c'est triste, quoi. C'est triste pour quelqu'un qui a servi le football au Cameroun. Et c'est pas digne de notre pays, c'est pas digne vraiment de notre sport. Le Cameroun, c'est un grand pays de football et puis bon, on laisse les anciens gloires comme ça à eux-mêmes. Et c'est vraiment triste. Cet homme était un grand joueur, un meilleur tireur de coups francs. Il a roulé sa bosse dans Caïman et Union de Douala, où il brillait de mille feux. C'était notre Roger Mila, notre Samuel Eto'o de l'époque. Son dernier match qu'il a joué, c'était au stade Mbappé Lepé, là où Mbappé Lepé a raté le pénalty devant le Nigeria. C'est là-bas que... Et en huitième de finale de la Coupe des Nations à Yaoundé, là où il a marqué des buts. Et il jubilait parce qu'il était le plus jeune parmi les joueurs qui jouaient à l'époque. Je voulais dire aux enfants, c'est notre idole à l'année à Nobel. Le premier sportif de Nobel a évolué à l'équipe nationale. Monsieur Ona était l'un des meilleurs joueurs de ce pays qu'on a connu. Dans l'Union de Douala, il a joué à l'équipe nationale. Monsieur Ona, s'il y a un coup franc, c'est Monsieur Ona. Dès qu'il tire, c'est un grand tireur de coups francs. Parmi les tireurs qu'on a eu dans ce pays, il y a Koundé, il y a Monsieur Ona, ça nous marque. Dès qu'il y a coup franc, il se met, c'est un but. C'est le pourquoi Monsieur Ona a fait son temps dans l'Union de Douala. C'est lui qui sauvait l'Union de Douala dans le temps. Il était l'organisateur des jeux, très volontaire. Et c'est quelqu'un qui faisait, c'est lui qui faisait la décision du match. Très fort même pour des reprises, des volets comme ça. Il marquait des buts à distance. Très fort dans le contrôle des balles. Il faisait marquer ses partenaires. Comme quand on a gagné, l'Union a gagné la coupe en 68, c'était toujours vraiment son œuvre. Il avait beaucoup travaillé. Il avait beaucoup travaillé. Et tous les dirigeants même l'aimaient beaucoup. Ce qui faisait que nous, quand on gagnait certains matchs, beaucoup de supporters venaient même à la maison le saluer. Le Cameroun fut éliminé par le Congo. C'est le match de classement qu'on a mis Ouna Norbert au terrain. C'est lui qui a fait vraiment, je peux dire que c'est lui qui a fait éliminer, battre le Zaïre. Il a marqué à lui seul 2 buts lors de ce match. Mais cependant, le pays était déjà éliminé. Des anciennes gloires du football qui admiraient le jeu de Ouna Norbert semblent étonnés de voir l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun dans le désespoir après la gloire. Sinkot Isaac, alias Ndjasso, et actuel président de Dynamo Football Club, se souvient comme si c'était hier. Un grand 10, c'est quelqu'un qui était doué. Je sais qu'à l'époque, là, il n'y avait pas l'exigence de faire monter les bas jusqu'au niveau du genou. C'est quelqu'un qui joue avec la visibilité des chevières, c'est-à-dire pour lui les chevières étaient au-dessus des bas et non à l'intérieur. Donc c'est quelqu'un qui avait marqué cet accoutrement, marqué le plus par son accoutrement, et qui avait une bonne stabilité au niveau du sol. C'est quelqu'un qui joue également des 2 pieds.
D'ailleurs, il y avait son Césu qui est passé dans l'Union. Son club là, il a beaucoup évolué, à savoir Nangazozo qui avait le même style que lui, qui est parti en Europe plus tard. Il mérite quand même de l'aide. Moi, je crois que je viens d'apprendre cela, qu'il est malade. Moi, je crois qu'il mérite de l'aide. Tous les hommes de bonne volonté, en dehors des sportifs, et moi personnellement, moi je crois que je ferai quelque chose qui, à mon niveau, un geste, comme tout autre homme de bonne volonté pour que sa situation, son état s'améliore. Ça fait bientôt 2 ans. Ça a commencé doucement, doucement. Je prenais des médicaments croyant que ça va partir. Ça ne partait pas, ça ne faisait que augmenter. Il me donne beaucoup de maladies, ça me suce le sang. Des fois j'arrive à ne même pas sortir. Quand je sors, ça me bloque. Je laisse sur place. Ça n'allait pas. Et puis le chef m'a demandé d'écrire au ministre de la tutelle, ministre et des Sports. Il a vu comment on a amené, on a soigné notre jeune capitaine Dagobert Sombana. Et pourquoi pas on peut me soigner, moi qui suis vieux capitaine. C'est là où j'ai donc écrit aux 3 grandes personnalités du pays. J'ai écrit à Abidou Pak, j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit à Madame Chantal. J'ai eu les réponses par accueil de réception qu'ils ont reçues. Et pendant que j'attends, personne ne fait signe de vie. Owona Norbert, chouchou des supporters de l'Union de Douala, est dans l'abîme. Il souffre d'une hernie qui l'étrangle à tout bout de champ, selon ses dires. Kamga Joseph, alias Chat, et ancien coéquipier de Owona Norbert, au sein de l'Union de Douala, peine à croire que l'ancienne gloire souffre. Au Cameroun, on ne reconnaît pas les valeurs. Quand tu es encore actif, tout le monde vient vers toi. Lorsque tu ne peux plus rendre service, que ce soit ton club, ta nation, tu es abandonné à toi-même. Parce que Norbert, je vous assure, c'était le fils spirituel de comme Samuel. Il était tout pour lui. C'est l'un des grands footballeurs, qui est le tout premier footballeur à avoir une voiture à Douala. Parce que j'ai eu à suivre les entraînements de l'équipe nationale en 72 lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était un patron. À tel enseigne que ses amis les taquinaient tout le temps. Quand je rappelle Ndongo-Paul Gaston, Emmanuel, que tes histoires que tu fais là, il faut aller à Douala. Il disait toujours, je suis le représentant des Bétis à Douala. Je garde un souvenir. Il est encore vivant. Je tiens beaucoup à lui et je souhaite qu'il retrouve sa santé. Le grand frère Owona est abandonné à lui-même. Je sais qu'il a tous des problèmes. Ça, je sais, il m'en a expliqué. Et je l'ai envoyé voir les dirigeants de l'Union de Douala. Il faut d'abord que je sache s'ils ont rencontré ou pas. Parce qu'il est inadmissible qu'une gloire de l'Union de Douala se trouve aujourd'hui dans cette situation. Parce que je vous dis encore une fois de plus, les dirigeants de l'Union s'occupent toujours de ces anciennes gloires. Que ce soit dans des événements heureux ou malheureux. Bon, Norbert, je crois qu'il est là. Il va nous dire pourquoi il est dans cette situation. C'est ainsi l'histoire de l'homme, Owona Norbert, un footballeur de classe exceptionnelle qui a marqué plusieurs générations et qui est abandonné à lui-même aujourd'hui. Quelle est la place que l'on accorde aux vieilles gloires du football dans notre pays? Owona Norbert n'est plus que l'ombre de lui-même, terrassé par une hernie, et à côté de tout cela, passe des nuits à la belle étoile. De la gloire au désespoir, c'est ainsi que l'on peut qualifier la vie de l'homme qui a marqué l'histoire du football au Cameroun. Owona Norbert a besoin de vous, que dis-je, de nous, pour sortir de cette situation. Ainsi va la vie d'un homme, en tout cas. Owona Norbert, qui est donc dans cette situation aujourd'hui, qui sait à qui le tour. De toute façon, docteur Rona Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez, vous regardez ce reportage, vous regardez Owona Norbert aujourd'hui?
La situation de l'ancien capitaine démontre le drame théâtral de notre société où le malade est abandonné à lui-même. Le tiers payant doit être de la famille ou lui-même, ou bien les bons samaritains, comme vous êtes en train de le faire. Mais ceci interroge le vécu quotidien de tout le peuple. À quand cesserons, nous, la solidarité nationale pour la rendre formelle et non intuitive ou spontanée? Parce que ceci, à la longue, deviendrait quelque chose à tête chercheuse. Donc, je crois qu'il est temps, et Dieu merci, je crois que le ministre de la Santé est en train de penser à une assurance maladie, des bribes. Nous attendons et vivement que cela se mette en branle pour que désormais nous cessons de vivre ce type de drame, parce que cela n'est pas à la hauteur quand même de notre État, parce que ce ne sont pas les moyens. Une telle hernie, bon, ça ne demande pas 1 million. Et si derrière il y a des pathologies urologiques, parce que j'ai vu le trop-plein sur sa culotte, ça ne demande pas 1 autre million. Donc traiter l'ancien capitaine, même si au-delà on sent une perte de la personnalité, un dérèglement dans son affectif, on peut toujours traiter dignement. Très bien. Je rappelle que vous êtes chirurgien général, parce que oui. Vous êtes également enseignant à l'Université des Montagnes. Exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. En face de vous, docteur Tanko Catherine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anesthésiste réanimateur, oui, et chef service de réanimation à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrie de Yassa, à Douala. Oui. Vous avez connu Nestor, Norbert? Malheureusement, non, je ne l'ai pas connu. Mais son histoire fait mal parce que ceci soulève le problème du retraité au Cameroun. Ce n'est pas que les sportifs, c'est toutes les classes, les enseignants, les médecins eux-mêmes. On a vu nos collègues, nos confrères qui ont eu du mal à se prendre en charge à l'hôpital, qui sont abandonnés. Les soins sont entre les mains des familles et les soins de santé sont chers. Il faut reconnaître qu'ils coûtent cher. Le niveau de vie du Camerounais moyen est bas, il faut le reconnaître. Et je dirais même au-delà de l'assurance maladie, parce que qui dit assuré, dit quelqu'un au moins qui produit un revenu. Mais les retraités, je pense peut-être qu'il faudrait qu'on aille même vers une sécurité sociale, c'est ce que je pense. Maintenant, comme le docteur l'a dit, derrière son problème de hernie, il y aurait peut-être un autre problème sous-jacent. Ça pourrait être une maladie de l'arbre urinaire, une pathologie urologique, notamment une tumeur de la prostate qu'il faudrait peut-être aussi explorer, parce qu'on sait généralement que toutes les situations qui vont entraîner une augmentation de la pression abdominale en poussant, les toux chroniques, les constipations peuvent conduire à la longue vers des hernies. Merci d'avoir accepté également notre invitation pour cette autre édition de Regard Social. Vous êtes une habituée de ce plateau, on va le rappeler quand même. Alors, Ismaël Pierre Bep, alias Bep Solo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout ce monde que je vois là, bonsoir aux autres panélistes. Norbert, que vous avez connu, que vous avez admiré, voilà ce qu'il est devenu.
tiens, je ne sais pas. Moi aussi, je joue à un niveau très élevé. Hein, ça dit que j'ai pris le relais après eux, mais je suis arrivé un peu plus loin. Je me mettais capitaine aussi. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai commencé le football comme un combattant et j'avais prévu ça. Donc, je n'aimais pas qu'on s'amuse avec moi dans le jeu. J'étais le jeune qui revendiquait, qui intervenait en faveur des joueurs. Aujourd'hui, je le suis parce que je suis vice-président du syndicat des footballeurs camerounais. Vous avez cité, il a cité Jérémy Dita, c'est mon président, moi je suis le vice-président. Mais je n'ai pas eu ce dossier officiellement sur la table. Je le sais, tout ce qui se passe là, c'est moi qui ai déclenché. Hein. Ça m'a trouvé au chevet de notre ancien footballeur. Malheureusement, il est décédé vendredi dernier, et Banda Blek, toujours de la cuvée de 72 là, abandonné à l'hôpital à Quintini. Puis nous avons fait un remue-ménage avec toutes les personnalités de la ville, voire même les anciens footballeurs que vous connaissez qui ont joué à un niveau élevé même en Europe. Et nous avons réglé ce cas. C'est comme ça donc que j'ai évoqué ce cas à l'hôpital et j'ai entendu le nom de Kanga. C'est lui qui est donc allé vers lui. Et voilà donc le résultat. Ce qui se passe, c'est lui. Donc je veux dire que je n'ai pratiquement pas souvent attendu qu'on nous vienne à l'aide. J'ai souvent insisté qu'on nous donne ce dont nous avons droit. Et je crois que cet esprit jusqu'à aujourd'hui m'a aidé parce que je n'ai pas attendu des autres. Est-ce que lui, il a prévu ce qui lui arrive aujourd'hui? Je ne peux pas le dire parce qu'on ne prévoit pas ça. Surtout qu'il faut bien le préciser, nous avons joué beaucoup amateurs. Et même le football professionnel embryonnaire qui a lieu aujourd'hui au Cameroun n'est pas encore réglementé de manière à ce qu'on se mette à l'abri de tout ça. Hein. Parce que c'est ce que je revendique régulièrement. Nous sommes en train de tout faire pour que la CNPS prenne les footballeurs professionnels en charge. Mais le problème de cotisation se pose. Si on ne paye pas régulièrement les footballeurs professionnels au Cameroun, comment est-ce qu'il va cotiser? Mais il se pose quand même un problème de reconversion. C'est ce qu'on observe à ce niveau-là. Je vous ai dit que je suis vice-président et je suis le directeur de la reconversion au syndicat de footballeurs camerounais. Je le fais depuis au moins une quinzaine d'années. Donc je sais de quoi je vous parle. C'est-à-dire que la reconversion. Nous avons, à l'époque, là, nous ne savions même pas ce que c'était que le football et puis après le football. Il vous a dit, il est déclaré en douane. Il était. Donc nous jouons, nous travaillons. Hein? Moi, par exemple, j'ai fait 13 ans à l'aéroport international, à la Camer, pour gérer le personnel et puis les locaux, tout ça. Donc je vous ai seulement dit que on ne voyait pas comme ça, on se voyait comme des employés qui cotisent et puis après ont une retraite méritée. Sur le plan social, vous regardez ce grand joueur, tout comme vous également, aujourd'hui, est-ce qu'il mérite ça quand même? Même s'il a eu beaucoup d'argent, comme on le dit, on le pense. Moi, je ne peux pas parler de mériter, mais je peux dire que nous avons eu des indices. Nous avons eu des grands sportifs comme les Bessala, médaille d'argent aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire que sa vie était triste, on l'a vu à la fin, ça n'était pas ça. Donc nous, les sportifs, devions penser en le regardant que, voilà comment ça se passe, et si nous ne nous prenons pas vraiment au sérieux, en charge, on risque de finir comme ça. Voilà dans les indicateurs. Il y a eu des noms, comme les Bapelépé, tout le monde le dit. Aujourd'hui, on le reconnaît, mais moi aussi, je l'ai vécu dans des problèmes. D'accord. À la fin. Vous êtes ancien joueur de l'Union de Douala également. Oui. Vous avez joué. C'est lui qui m'a accueilli dans l'Union. Très bien. C'est mon parrain qui est là. Merci. Nous allons davantage comprendre la question de la reconversion des anciens footballeurs avec vous. Le temps pour nous d'accueillir également sur ce plateau Dr Boni Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien urologue et chef service de chirurgie à l'hôpital de Dedo à Douala. C'est bien ça. Vous avez également regardé ce reportage. Vous avez connu Ouna Norbert?
je n'ai pas eu cette chance malheureusement. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je suivais le reportage tout à l'heure. Beaucoup d'émotion parce que, comme l'ont souligné mes prédécesseurs, c'est assez douloureux, c'est assez dramatique de voir que des personnes qui ont tant donné pour le rayonnement de cette patrie finissent de cette manière. Et effectivement, ça soulève la question de la retraite, comme on le disait tantôt. Il est donc, au vu de ceci, très important, à notre sens, que ces footballeurs, ces gloires nationales soient accompagnés lors de ces périodes-là. Qu'ils aient des conseillers, qu'ils aient des conseillers financiers. Il ne faut pas oublier qu'à leur époque, ce qu'il a dit d'ailleurs, qu'ils jouaient pour l'honneur. L'argent, il a évoqué, l'argent c'était 2 000, 3 000, 5 000, un peu ce qu'ils gagnaient à cette époque-là. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et je pense que pour nous les jeunes, ça doit nous interpeller. Il faut toujours se rappeler qu'aujourd'hui on est jeune, mais on sera un jour vieux. C'est ça. Et donc, agir avec prévision, par anticipation. Donc, je crois que cette situation elle est dramatique, mais au-delà de ça, pour moi, je pense que la jeunesse doit s'inspirer de cela pour mieux orienter sa vie. D'accord. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Docteur Ona, voilà donc, vous l'avez connu sans doute. Vous avez vu je l'ai connu. Norbert jouer. Et aujourd'hui, vous n'aviez pas eu l'idée, en tout cas, qui serait de cette façon aujourd'hui. Non, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu l'idée parce qu'il y a plein de sommités de cette époque qui ont terminé leur vie dans une désocialisation totale, parce que au-delà de la pathologie qui arrête notre regard, il faut voir autre chose qui est ce problème de socialisation. Parce que actuellement, nous ne pouvons pas laisser ce problème de côté et aller le soigner tant qu'il n'y a pas un accompagnement. Et l'accompagnement ici, c'est cet accompagnement qui pourra le remettre en société, le remettre en confiance et enlever sa fixation. Parce qu'en même temps, il a une fixation. Ce n'est pas n'importe qui doit le sauver, l'aider. Il pense qu'il a servi la nation et c'est la nation. Bon, vous, c'est la nation. Ce que nous voulons comprendre, c'est que nous sommes tous de la nation. Donc, n'importe qui de la nation peut le sauver. Mais quand vous voyez, il fixe aux membres du gouvernement, ça montre un terrain fragile sur sa personnalité, sur les troubles psychosociaux et affectifs, donc qui frise déjà la psychiatrie et la psychologie. Et c'est le plus dur, parce que ça demande un long accompagnement, même si nous le sortons de ce pétrin qui ne dure que de 2 ans. Mais ça, c'est un terrain qui s'est formaté avant même le problème. Et ça, si on va au-delà, ça va un peu nous créer beaucoup de problèmes. Nous autres, nous avons bénéficié de qui? Les bourses que nous avions, qui nous les donnait? Ceux qui travaillaient, c'est nos parents planteurs, les cultivateurs. C'était le surplus de leur production qui nous poussait. Mais est-ce que nous leur avons rendu? Non. Ils sont morts tous, hein, qui n'avaient pas de soins pour les moyens pour se soigner, ainsi de suite, avec la défense des chaos qui est. C'est la même situation. Oui, docteur, je voulais relever quand même qu'il a dit dans son récit tout à l'heure qu'il a perdu son épouse, ça fait 8 ans, et juste après ce décès, il s'est senti abattu et affaibli carrément. Est-ce que ça pouvait contribuer à ce qu'il se retrouve dans cette situation aujourd'hui? On a l'impression qu'il était, ou son épouse était quand même si on sait qu'avoir une épouse, c'est avoir un soutien, mais il a donc perdu ce soutien-là. En fait, le patient se sent délaissé.
C'est un peu triste à dire parce que moi qui suis réanimateur, je vois beaucoup de patients graves, parce qu'on dit réanimation, c'était grave. C'est toutes les professions, c'est même nous-mêmes les soignants. Et des patients sont vraiment délaissés à eux-mêmes. Ils sont incapables de payer leurs soins. Je dis, même quand on va revenir sur le coup après, peut-être dans l'évolution du débat, on verra que nous-mêmes les médecins, qui sont des fonctionnaires de la fonction publique, quand on va voir le coût d'une intervention chirurgicale, peut-être je dirais la plus banale, on verra que c'est largement au-dessus du salaire du personnel de catégorie A. Aussi, catégorie A, c'est le plus gradé de la fonction publique. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel problème dans dans la santé. Il faudrait vraiment qu'il y ait des soutiens, que l'État soutienne, qu'on puisse trouver un système pour pouvoir permettre à la population de se soigner. Et tout le monde, je ne ferai pas une distinction, que ce soit footballeur, que ce soit même le Bayamsa là, qui puisse se soigner. Alors, Beb Solo, je vous appelle comme ça, voilà donc un peu ce qui peut arriver lorsqu'on a donné le cœur, où on a joué pour la paix, pour la patrie, simplement, pour faire plaisir, pour faire honneur au pays. On ne pense peut-être pas à l'avenir et on se retrouve dans cette situation. Ils sont nombreux quand même, il n'est pas le seul à subir cette vie aujourd'hui. Vous l'avez relevé, vous avez dit la première génération de footballeurs, il fait partie de cette génération. Heureusement que lui-même il a rectifié, il a dit qu'il est de la deuxième génération, c'est-à-dire qu'après les Mbappé, c'est eux qui sont arrivés. Et c'est tout ce monde-là qui est donc vieillissant. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va rencontrer ça régulièrement. Je ne vais pas vous citer des cas de Onana Ilundu Panka qui a été merveilleux à la Coupe du Monde, notre première Coupe du Monde à laquelle nous avons participé en 82. Et puis il est mort tout récemment, les images passaient partout. Il a cité ce que Lionel Cézanne, c'est haut fonctionnaire, hein, mais tout le monde parle de la déchéance. Donc, il faut qu'on s'attende à ce que ce soit régulier, parce que toutes les générations, elles qui vont nous servir ça, tout le monde, ceux qui ne sont pas pris en charge comme il faut, ils vont passer tous les jours, on va décrier ça. Donc c'est un problème très sérieux. Mais on devrait quand même voir ce côté-là aussi. Vous avez marqué le pays, vous avez marqué les idées, les pensées des gens. Après un temps, on vous oublie même parce que vous n'êtes plus en activité. Non, moi, je vous dis que même les pays les plus nantis le font. Il y a beaucoup d'anciennes gloires. J'en ai connu en Allemagne, en France même. Je vais me garder de citer ces noms, qui étaient vraiment marginalisés. Hein. Sauf que maintenant, il y a un système. Par exemple, je vais prendre la France. On les récupère pour être des intervenants dans les différentes chaînes de télé. En matière de consultants. Vos consultants, ils n'avaient pratiquement plus rien. Donc, ce n'est pas propre au Cameroun. Il faut seulement que le Cameroun comprenne que c'est important de se pencher sur, elle l'a dit, à tous les niveaux. Il ne faut pas que ce soit une exception, parce qu'on a arboré le maillot des Lions. On a représenté le vert ou jaune, qu'on est à l'appui. Je vous ai cité BCLA, c'est le premier pour nous. Oui, mais lorsqu'on porte le maillot vert ou jaune, on va à l'étranger, les autorités disent, vous allez représenter le pays. Et il faut la victoire. Vous partez, vous revenez avec cette victoire. Et lorsqu'on garde le trophée, on vous oublie, vous qui avez œuvré. Même les militaires, hein, ils travaillent seulement avec le vert ou jaune. Hein. Ils s'en vont, ils gagnent. Ils reviennent, ils ont de mauvaises retraites. J'ai dit l'armée. Les gens qui partent, ils perdent même la vie. C'est pour ça qu'on a dit, tout le monde, il ne faut plus seulement focaliser sur les sportifs ou bien les footballeurs. C'est un système. Il est victime d'un système. Donc il faut qu'on essaie d'arranger de manière à ce qu'on récupère tous ceux-là qui ont quand même marqué quand ils étaient jeunes, quand ils ont donné. C'est le retour.
c'est le tour. Vous avez dit que maintenant il ne peut plus, voilà tout ce qui lui arrive, et que le Cameroun, le pays le reconnaisse que non, quand il était, c'est un enfant qui valablement a défendu les couleurs. Donc dans tous les secteurs, j'insiste, vous comprenez, lui c'est frappant, je vous ai dit pourquoi. Les autres monstres ont des petites retraites. Aussi infime soit-elle. Mais le footballeur amateur, je dis même professionnel actuel, le SENAFOC est là-dessus avec la CNPS. Ils n'ont pas de retraite. Donc si c'est la FIDIS, ils seront même pires que ceux d'hier. Donc c'est un problème sérieux, il faut qu'on prenne ça en main. Et j'ai dit, on sera servi parce que c'est la première génération là qui parle comme ça. Tous les jours, vous aurez ça sur le plateau ici. Moi, je suis fatigué d'en parler. Et j'occupe les plateaux, les studios, radio, tout ça pour parler de ça. Mais vous n'allez pas vous fatiguer parce que vous êtes l'un des vice-présidents du SENAFOC. Il faut trouver au plus vite des solutions dans le cadre de la reconversion. Parce qu'il faut de manière palpable quand même. Reconversion, je ne suis pas venu ici pour ça. Quand vous voyez les entraîneurs, les jeunes entraîneurs, les anciens docteurs qui sont entraîneurs, c'est la reconversion. C'est un travail de chez nous avec le ministre des Sports. C'est un travail de chez nous avec la Fédération camerounaise de football et la FIFA. Mais tous ne vont pas devenir entraîneurs, il y a autre chose à faire aussi. Il y a beaucoup, nous sommes en train de travailler, il y a beaucoup de métiers dans le football, trop même. Mais le mal est que on consacre ça aux gens qui n'ont aucune parenté avec ce sport, alors que ce serait la reconversion de ceux qui ont donné, alors qu'ils ne jouent plus, on le prend, on le met dans autre chose, mais toujours dans le football. C'est plein. C'est tout ce scandale que vous voyez, c'est pour ça que le football a chuté ici au Cameroun, tout le monde a le dégoût. C'est tout ça. Quand les gens apprennent ça, ils l'ont vu jouer. On lui aurait même donné un endroit au stade pour contrôler seulement la tribune A. Il gagnerait sa vie là. Et ceux qui y sont, vous ne savez même pas d'où ils sortent. Docteur Ouna? Oui, c'est vraiment, j'emboîte le pas. C'est tout dit. Il faudrait que nous dépassions le cadre spécifique de footballeur ou de fonctionnaire. La santé, c'est un droit basique de tout un chacun. Et comme le service basique, de la même façon que manger, respirer, on a droit à la santé. Et pour que ça reste un droit, il faudrait que ce droit soit encadré. Qui va l'encadrer? Et il n'y a que l'État pour nous mettre des règles. Et des règles suffisantes, sans tête chercheuse et à tout le monde. Bien sûr, on ne s'attendrait pas à avoir les mêmes soins qu'un homme politique ou un hic, mais un minimum pour tout le monde. Et dès qu'il y a ce minimum et devient obligatoire, ça veut dire qu'on n'accepterait pas. Parce que dans ce droit de la santé, il y a le droit de logement, il y a le droit de la nourriture, et il ne dormirait pas à la belle étoile. Même s'il ne contrôle plus, parce que ça c'est clair, sur le plan contrôle mental, il s'est déjà déshumanisé. Et à ce niveau, on ne peut plus attendre qu'il gère son soi, même s'il avait les moyens, même s'il avait en dehors de la famille proche, il ne peut plus. C'est quelqu'un d'autre qui va l'aider à se prendre en soin. Et ça, s'il n'y a pas la personne, parce qu'il a perdu sa compagne, donc il lui reste l'État. Et nous n'avons pas sur le plan social cette organisation bien raffinée. Et c'est ça qui nous manque. Et vivement que l'État rebousse et reprenne le chemin. Docteur Boni, voilà quelqu'un qui, c'est vrai, il a marqué son temps et qui aujourd'hui se retrouve en train de dormir à la belle étoile. Il met les feuilles de journaux par terre et c'est sur ces feuilles de journaux qu'il passe ses nuits. Il y a ces intempéries, le froid, la chaleur, le soleil, tout cela mélangé. Il y a lieu de perdre quand même un peu la raison à un moment. Absolument, absolument. Vous savez, l'être humain, c'est un tout. C'est un tout.
il n'y a pas que l'aspect physique, l'aspect vestimentaire, l'aspect corporel, non. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect émotionnel, il y a l'aspect psychologique qu'il faut gérer. Et d'ailleurs, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est émotionnel, a plus d'impact sur la personnalité de l'individu que tout ce qui est physique. Il faut vous rappeler que le fonctionnement de l'être humain est d'abord et avant tout spirituel. C'est le cerveau qui commande tout. Le cerveau, tout ce qui commande, c'est virtuel. Ça ne se voit pas. C'est à travers les actes que ça se voit. Donc, il y a lieu, effectivement, comme on le dit depuis le départ, d'encadrer toutes ces personnes dans la société. Parce que nous parlons de gloire aujourd'hui, mais de gloire nationale, mais en dehors de cette gloire nationale, il y a beaucoup de personnes dans la rue aussi, du même âge, de la même génération, que nous retrouvons dans les mêmes conditions. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, il est effectivement temps que les pouvoirs publics prêtent une attention particulière à cette situation. Notre temps quoi? Il est affecté quand même sur le plan psychologique avec tout ce qu'il subit aujourd'hui à partir du moment où il perd espoir parce que sa compagne est partie et les problèmes au niveau de la famille. Il a construit une maison sur un terrain familial. On estime qu'il ne devrait pas habiter là et qu'il faut à tout prix le chasser. Oui, c'est dommage. C'est un malade qui a perdu ses repères. C'est quelqu'un qui est exclu de la société. C'est quelqu'un qui se sent abandonné. C'est quelqu'un qui est malade. Nous avons parlé de reconversion. Il faudrait qu'on comprenne nous tous que la meilleure richesse, c'est la santé. Quel que soit ce qu'on est, dès que nous sommes malades, la maladie peut atteindre des niveaux de dégradation de l'être humain que je voudrais dire que quel que soit l'argent qu'on a, on ne peut plus rien faire. Moi, je suis en réa, excusez-moi du terme, on a vu des patients qui sont sortis du coma, qu'on a essayé de rattraper, mais qui sont devenus des légumes. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là, qui ne peuvent plus rien faire, qui sont paralysés, ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent rien faire. Je veux dire, la meilleure richesse, c'est la santé. Et comme le docteur le disait, le fait de pouvoir permettre à tout un chacun d'être soigné va même améliorer au niveau économique le rendement. Si la population est malade et qu'elle ne peut pas se soigner, si même les plus âgés sont malades, la société n'est pas équilibrée. Pour que la société soit équilibrée, il faudrait que toutes les couches sociales puissent être soignées. Et nous tous qui parlons là maintenant, demain, nous allons vieillir. Demain, nous n'aurons plus le même rendement, nous n'aurons plus les mêmes revenus. Et nous allons tous arriver là. Et je dirais toujours, quelle que soit la reconversion qu'on va avoir, quand la maladie sonne à la porte, on ne maîtrise plus ce qui peut arriver. Je ne sais pas, mes collègues vont peut-être... Alors, Debselo, aujourd'hui, Norbert souffre d'une hernie. Il dit ça fait un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Il évoque la pression exercée, en tout cas, c'est vrai, après avoir achevé la phase des compétitions et autres, il a voulu maintenir la forme en s'entraînant de temps à autre, et que c'est cette pression qui aurait dû déclencher la hernie qui empêche pratiquement son existence aujourd'hui. C'est un autre problème, un problème sur un autre. Moi, je ne peux pas... C'est lui qui le déclare, parce que jusqu'à présent, moi, je joue. Je joue même avec les jeunes de l'Equinox. On a match samedi. Oui. Voilà. Et je vais marquer un but. Moi, je n'ai pas cette pression. Parce que je ne sais pas comment ça se passe. Mais elle a dit quelque chose. Hein. On ne commande pas la maladie. Hein. Dès qu'elle toque à votre porte, vous commencez déjà à prendre des dispositions. Donc, pour moi, je ne peux pas dire que c'est parce que je continue de jouer. Alors que moi, je me sens très à l'aise à jouer même maintenant. Donc, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas obligé de jouer. Il y a des fois où je prends uniquement le footing pour travailler physiquement. Je ne joue pas au ballon. Donc voilà.
Mais je ne peux vraiment pas vous dire. Je vais m'en tenir à ce qu'elle a dit. Et tout le monde doit... Là, nous vivons là. Quand on est bien, il faut s'attendre à ce que demain, peut-être, on tombe malade. Donc, il faudra être fort pour faire face à tout ça. De toute façon, nous tous, nous faisons face à tout ça. Hein? Je pense que nous avions prévu quand même que ça peut arriver. Et puis quand ça arrive, nous ne sommes pas surpris. Alors, docteur Boni, le fait de rester sans prendre son bain, sans se laver, parce que lui, il est à plus d'1 mois aujourd'hui, et il porte la même tenue, tout ça peut contribuer à rendre malade aussi. Bon, pas forcément la hernie, ça peut être autre chose. Absolument, absolument. Et je crois que le docteur Ounan insiste depuis le début de ce panel. Il faut savoir que l'être humain étant un tout, ce que nous devons faire, c'est aider cet individu à toujours être en paix, en harmonie avec lui-même. Alors, ne pas se laver, vivre tel que c'est le cas, c'est vraiment dramatique. Et en réalité, il est, à mon sens, très important qu'on essaye de voir dans quelle mesure aider ce patient psychologiquement. Psychologiquement. Parce que c'est un véritable état de déchéance. D'accord. Dans les propositions, nous allons revenir tout à l'heure, vous gardez la parole, juste pour comprendre un peu. Et cette hernie qui l'étrangle, puisqu'il dit que c'est pratiquement l'un des pires moments lorsqu'il pense à cette hernie. Et surtout quand il veut faire quelques pas, ça devient un véritable cauchemar pour lui. Vous l'avez regardé, vous avez vu, c'est un problème aussi pour lui. Absolument. À côté de cet aspect psychologique, de ce qui peut encore amener ces derniers à ne plus comprendre véritablement son existence. Absolument. Je crois que tout le monde l'a vu à l'écran. Quand on se retrouve dans une situation où on s'habille et puis on a l'impression d'avoir un calebasse devant nous, psychologiquement, c'est encore plus difficile. Et peut-être faire un petit rappel un peu sur la maladie. C'est quoi une hernie? Une hernie, c'est tout simplement la présence d'un organe en dehors de sa cavité naturelle. Donc nous savons que les intestins, naturellement, se retrouvent dans un abdomen. Alors quand on le retrouve en dehors d'un abdomen, nous appelons ça hernie, tout simplement. Et généralement, c'est une maladie qui va évoluer très lentement ou très rapidement selon différents facteurs. Parce que le point de départ, c'est l'hyperpression abdominale. Toutes les activités qui vont entraîner une hyperpression abdominale peuvent en être la cause. Nous prenons par exemple la toux chronique. Nous prenons par exemple le port des charges lourdes. C'est pour ça que vous verrez que les grands sportifs, les haltérophiles par exemple, qui soulèvent des charges très lourdes. Vous verrez par exemple que les dockers au port, qui soulèvent des charges très lourdes, ont très régulièrement cette pathologie. Il y a également le riz chronique, mais il faut tenir compte de son âge. À cet âge, notamment après 50 ans, les maladies prostatiques s'installent. Et la prostate située sous la vessie devient un clapet, devient un obstacle à l'évacuation des urines. Donc tout de suite, l'individu est obligé de pousser. Et c'est cette poussée abdominale qui peut être un facteur favorisant. Donc voilà un peu un bref rappel de la maladie. Donc c'est assez gênant. Donc il y a l'aspect psychologique, comme nous disions, mais cette calebasse vient sur un individu déjà psychologiquement abattu, renforcer sa détresse. Alors, docteur Ouna, après ces explications, on peut comprendre que c'est justement peut-être parce qu'il a voulu encore forcer à pratiquer du football, toute la pression là serait certainement la cause aussi de, ou alors l'élément déclencheur de cette hernie qui le gêne aujourd'hui. Je ne dirais pas. N'accusons pas l'activité sportive dans cet événement. Comme a dit mon confrère, il y a d'abord un problème de vieillissement de l'organisme, parce que n'oublions pas que de son jeune âge, quand il exerçait l'activité sportive, la paroi abdominale avec l'effort physique devenait un mur solide qui retenait les organes intra-abdominaux, dont
ce viscère intestinal. Et il ne reste que ce petit pertuis qui est l'orifice que nous appelons un point faible, où le cordon spermatique passe pour aller au niveau des testicules. Mais maintenant, avec l'âge, l'arrêt de sport, maintenant le muscle relâche. Donc, sa pression pour maintenir l'orifice étroit et contenant devient de plus en plus faible et relâche. Et la jonction d'un facteur supplémentaire urinaire de pression, comme on a le clapet, se met et l'anse devient maintenant un bouton dilatateur de ce petit orifice qui s'ouvre avec la faiblesse musculaire, s'étend et donne le passage à ce viscère qui va descendre de plus en plus pour aller rejoindre le scrotum, et nous aurons là une grosse hernie inguinoscrotale qui est là, et l'anneau qui est le collet qui est fibrosé avec le temps, de temps en temps va exercer un petit frein et lui donner des petites douleurs, ce qui va conduire à ce que nous appelons hernie engouée, non étranglée, engouée parce que de temps en temps elle est douloureuse et impose qu'il y ait une prise en charge chirurgicale. Mais je continue à dire que c'est l'iceberg, c'est l'élément qui focalise notre attention. Mais la maladie grave est en dessous. Après avoir levé ces obstacles urinaires et herniens, le vrai travail va commencer. Si ce n'était que lever ces obstacles, je puis vous le dire, je peux me porter garant de le lever. Mais le plus dur, c'est le travail qui va suivre, qui est le problème. Alors, docteur, oui, certainement vous allez ajouter la question également. Lorsqu'on a pratiqué le sport de haut niveau, après on arrête, quand il faut reprendre, il est nécessaire de consulter un médecin d'abord. En fait, avant de répondre à votre question, c'est un rappel physiologique. La hernie n'apparaît pas comme ça. La hernie inguinale, en fait, dans le rappel embryonnaire, c'est-à-dire pendant la formation du fœtus, les organes génitaux se forment dans le ventre pour être terre à terre. Et il y a un canal qui permet, au fur et à mesure que la grossesse évolue, que ces organes génitaux-là descendent du ventre pour aller dans les bourses. C'est ce canal-là qu'on appelle le canal inguinal. Et ce canal doit se fermer à la naissance. Généralement, les gens qui vont faire des hernies inguinoscrotales sont prédisposés parce que ce canal n'est pas bien fermé. Le trou persiste. Et souvent, quand on examine ces gens, même s'ils n'ont pas de signes cliniques, même s'ils ne se plaignent pas, même si ça ne gonfle pas, le doigt peut passer, il y a ce petit trou-là. Les gens qui font le concours de la police, les militaires, eux, on essaye de voir si ce trou n'existe pas. Maintenant, ce sont des gens qui, au cours de leur vie, quand ils vont développer des activités physiques intenses, s'ils ont justement des facteurs comme la toux chronique, la constipation chronique, le fait, tout ce qui peut augmenter, même la grossesse chez les femmes, tout ce qui peut augmenter la pression intra-abdominale, ça va justement favoriser la hernie. Les sports intensifs, le port de charges lourdes, ça va favoriser ces hernies. Donc, ce sont des gens qui ont déjà, pour que ce soit inguinoscrotal, qui ont déjà une persistance de ce petit trou-là. Je parle sous le contrôle des chirurgiens parce que je pense qu'ils sont mieux placés que moi pour expliquer qu'il y a plusieurs types de hernies. Il n'y a pas que la hernie inguinale. Je vais laisser les chirurgiens l'expliquer. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est-à-dire consulter un médecin après une activité physique intense, il y a une trêve. Maintenant, s'il faut reprendre,
on peut reprendre sans consulter un médecin? Non, en fait, moi, je dirais, pour couper court, je ne pense pas qu'il faut attendre des situations pour consulter un médecin. Il faudrait qu'on prenne l'habitude de faire des bilans de santé réguliers. Parce que je vous dis, ce que nous, on découvre dans les visites d'embauche ou dans les visites pour les enfants, les étudiants qui veulent aller à l'étranger, on découvre beaucoup de choses. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne l'habitude de faire des bilans de santé, d'avoir des médecins de famille, parce qu'on n'en a pas. C'est-à-dire, il faudrait qu'on... Parce que même si la RNI a évolué, on comprend que... Ça peut être une question d'habitude aussi. Si on oui, mais il faudrait que ça rentre dans les mœurs. Il ne faut pas attendre une activité ou un problème pour consulter un médecin. Il faut prendre l'habitude de consulter régulièrement un médecin. Maintenant, si il y a des signes, il faut aller voir le médecin quand c'est tôt, parce que souvent, quand c'est pris en charge très tôt, il y a moins de complications. Maintenant, il est clair que si on veut faire des sports intenses, des activités beaucoup plus poussées, il faudrait aussi voir le médecin. Alors, docteur Boni, voilà donc un cas, à côté de tout ce qu'on a pu développer en première partie avec notre invité, mais on comprend quand même que la RNI, qui le jeune aujourd'hui, peut contribuer à ce qu'il se recroqueville et qu'il reste renfermé, il n'arrive plus à s'exprimer publiquement, et raison pour laquelle, au-delà des problèmes qu'il peut avoir avec la famille, il se retrouve à passer des nuits à la Belle Étoile, le fait de rester seul dans son coin. Oui, effectivement. C'est pas facile de se promener avec, comme disons tantôt, cette maladie. Mais au-delà de tout ceci, je voudrais peut-être revenir encore sur l'aspect accompagnement, comme nous disions tantôt. En ce sens que lorsque on prend l'habitude de se faire suivre de façon régulière, j'allais dire, ou bien de façon séquentielle, de faire des bilans de santé comme on disait tantôt, on peut dépister des maladies comme celle-là avant qu'on en arrive à ce stade-là. Avant qu'on en arrive à ce stade. Et justement, avant qu'on arrive à ce stade, la prise en charge est véritablement facilitée. Et lorsqu'on arrive à ce stade, c'est véritablement dramatique, sur le temps plus qu'on n'est pas accompagné. On l'a dit, madame est décédée. Et je me suis même posé l'action de savoir où étaient les enfants. Où sont les enfants? Peut-être que les oncles, les frères et sœurs ont abandonné, mais où sont les enfants? Donc ça me ramène un peu à la cellule familiale en général, à la cellule amicale. C'est quelqu'un qui a grandi avec des individus d'une certaine génération. S'ils prenaient la peine de se voir de temps à autre et d'échanger un peu des problèmes de leur génération, peut-être que plus tôt, au moment où cette maladie commençait, on aurait pu rapidement lui donner des conseils pour qu'il consulte rapidement. Voilà. Donc, à mon sens, effectivement, ce n'est pas de nature à encourager son moral. Docteur Ona, ça fait 2 ans, il a dit qu'il souffre de la hernie. Il n'a pas pu trouver la solution, l'entretien de cette hernie. Entre-temps, avant de trouver la solution, il a bu certainement des petits comprimés pour calmer la situation. Est-ce que ça n'aggrave pas la situation, la maladie? Bon, disons que le traitement de la hernie ne peut être que chirurgical. Si on a des petites douleurs, on prendra des calmants. Paracétamol, c'est pour la douleur, mais pas pour réduire la hernie. Ça, c'est... Mais la hernie ici, telle que j'ai vue, je ne l'ai pas encore examinée, je ne peux pas le dire, est une pathologie symptomatique d'une autre. Parce que nous l'avons dit, s'il y a un élément de pression, la hernie n'est que l'expression pour montrer qu'il y a une hyperpression intra-abdominale. Traiter donc la hernie sans avoir supprimé la pression intra-abdominale n'est que 20 mots. On s'expose à une récidive. Il faut aller à la cause. Malheureusement, encore ici, c'est toujours la chirurgie. Et
de mon vécu, je sais que la chirurgie est un traitement redoutable généralement dans notre société. On cherche les alternatives. Malheureusement, quand le traitement n'a pas d'autre issue que la chirurgie, il faudrait qu'on se donne à ce soin, qu'on accepte qu'on offre ce soin gracieusement ou à la demande. Alors il faut déjà accepter ça. Il faut d'abord accepter. Et c'est cette acceptation qui demande encore toujours de l'apport d'accompagnement. Parce que la médecine, c'est plusieurs équipes qui doivent coaliser pour atteindre un objectif. Dans son cas, nous avons besoin d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un neurologue, d'un pneumologue, d'un anesthésiste, parce que chacun a un rôle à jouer. Et enfin, un chirurgien général pour la partie viscérale, mais avant tout, lever l'obstacle urologique. Ensuite, l'obstacle pariétal. Et ceci sous les bons soins du psychiatre. Nous sommes déjà dans la phase psychiatrique. On n'est même plus au niveau psychologie. Psychologie a été au départ parce que la perte de ses membres de famille l'a déprimé. Il a été déprimé. La personnalité a commencé à se perdre. Et il a recherché le regard sur lui. C'est ça le regard. Aller se mettre en bordure pour que les gens le regardent. S'habiller pour qu'on voit sa calebasse. Tout ça, c'est la recherche du regard. Maintenant qu'il y a le regard, il faut maintenant quelqu'un d'autre pour lui dire, bon, on t'a vu, laisse qu'on t'aide. De lui-même, il ne peut plus. Okay. De lui-même, il ne peut plus. Alors, Bep Solo, est-ce qu'il est possible, dans le cas où il est pris en charge, qu'il bénéficie des services que vous êtes en train de promouvoir, c'est-à-dire une autre sorte de reconversion, pas forcément devenir entraîneur, mais trouver un emploi pour lui permettre de survivre par la suite, parce que ce ne sera plus une vie tout à fait normale. Le docteur l'a évoqué, il a dit tout à l'heure, il a cessé de fréquenter son milieu traditionnel, dont nous. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on se voyait régulièrement, il venait soit au bureau. Par ailleurs, je suis président des anciennes gloires de l'Union de Douala. Nous avons une association. Et ce problème n'a jamais été posé à notre niveau. Je l'ai su parce que quelqu'un m'a interpellé que ONA, quelque part, ça ne va pas. C'était à l'hôpital La Quintine, je l'ai dit tantôt. Donc, à partir de là, nous-mêmes, nous aurions commencé à faire quelque chose. Nous aurions même secoué. Mais on est venu me le dire alors que je m'occupais d'un autre cas, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que c'est brutalement rétracté. Oui, mais peut-être il a estimé que le fait de venir chaque fois dans vos bureaux, il était peut-être, ou alors vous rencontrez, c'était un peu trop. C'est la réunion des anciennes gloires de l'Union. Le but de ces réunions, c'est parce que nous avions constaté l'abandon par nos anciens employeurs de tout ce qui ne sont plus opérationnels. Et tout ceci nous revenait régulièrement. Nous sommes dit qu'il faut de la solidarité, il faut créer une association, un pour tous. Donc nous avons fait beaucoup d'interventions. Il y a des maladies, il y a des décès. Nous ne voulons pas qu'on nous appelle régulièrement pour dire qu'il est mort. Nous voulons qu'on nous dise qu'il est malade, qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire. Et nous avons la chance, dans ce domaine, d'avoir avec nous notre ancien président. C'est-à-dire que quand nous avons été la grande union, champion d'Afrique et tout ça, c'est Ngassapi, notre président, qui est avec nous, qui comprend ce problème-là. Donc nous pouvons les lui porter. Ngassapi qui a été son fan, qui a été son secrétaire général, parce que quand Gassa devient président de l'Union, lui n'est plus là. Mais quand il joue encore, Gassa est secrétaire général de l'Union, donc Ngassapi vit. Mais il l'a coupé
avec nous. Et franchement, nous ne savions plus comment mettre la main sur lui. Je peux même vous faire une révélation. C'est l'un de ses femmes. Parce qu'à l'époque, il a dit maître. Nous, dans l'union avec lui, nous ne l'appelions pas maître. Moi, je l'appelle Vie. 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 Voilà comment on s'appelle. Entre-temps, le président Aïdjo l'appelait maître. Maître, ça c'est le milieu de l'union, tout le monde. Aïdjo, tout le monde c'est maître. Mais nous, coéquipiers, c'est Vie. Donc, nous avons cette solidarité. Nous ne voulons plus cette surprise. Mais il se retient. Il le sait que nous existons. Mais il n'a plus voulu venir avec son problème à notre sein. Alors que son voisin, qui est mon vice-président, Oumarou Inoua, c'est vraiment, voilà son vrai coéquipier. C'est-à-dire que depuis l'école primaire, ils sont ensemble. Il est avec nous. Vous comprenez le paradoxe? Oui, il n'a plus de moyens, peut-être pour en fait, venir vous voir. Je voudrais ajouter, il faut comprendre que la ENI, telle que je la vois, l'inguinose scrotale, ça touche ses organes génitaux. C'est parfois perçu par les hommes comme un problème honteux. Ce n'est même pas parfois évident de dormir avec sa propre épouse. Donc, moi, je pense même qu'au-delà de tout ce qu'on cite, il y a eu la honte au départ. C'est difficile de se déshabiller et de dire à mon ami, mon sexe est gonflé. Il y a cette perception honteuse de la maladie. Docteur, il ne doit pas avoir honte de nous qui le cherchons. Puisque oui, je comprends, mais nous, vous est arrivé ici il y a un an. Vous savez souvent, nous en consultation, l'urologue va nous le dire. Souvent, un homme, il ne vient pas directement nous dire que le monsieur ne se lève pas. Il tourne autour du pot pour qu'on finisse par comprendre que le motif de consultation, c'est parce que ça ne marche pas là-bas en bas. Je pense que l'urologue est là, peut-être qu'il va plus nous expliquer, mais moi j'ai constaté, j'ai été médecin généraliste et je continue à recevoir certains patients de temps à autre. Tout ce qui touche souvent la sphère génitale n'est pas avoué facilement, même au personnel médical. Donc je veux aussi dire que tout ça, ce sont des aspects qui vont... qui ont freiné ses élans à aller et même qui ont aggravé sa déprime. Parce qu'on voit qu'il est déprimé. Pourquoi quelqu'un en arrive à ne pas se laver, à négliger sa tenue corporelle, ça veut dire qu'il y a vraiment une profonde dépression. Et comme mon confrère l'aîné a dit, d'où l'intérêt de faire même intervenir les psychologues et les psychiatres dans la prise en charge. Peut-être même de notre... On néglige beaucoup l'aspect psychologique, même dans nos hôpitaux. Même pour nous, le personnel soignant, on a besoin des psychologues. Les psychologues, de parler avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour lui maintenant? Parce que nous allons sortir de cette seconde partie. Moi, j'ai suivi, il a dit qu'il a essayé de... Il a écrit... Il a écrit au ministre des Sports, il a écrit au président de la République, il a écrit à la première dame. Oui. C'est une gloire de Noubel. C'est une gloire. À l'époque, quelqu'un qui l'adulait le plus, c'était le défunt Fabou Dagobert, maire de Douala II, dont la fille est mère. C'est tout son voisinage. Et Biacha est une personnalité ressource du RDPC à Douala II. Et ce sont toujours les gens qui l'ont adulé quand il jouait. C'est facile de passer par la mairie, puisqu'on le rencontre régulièrement. Mais il est également membre de votre association, même s'il ne vient plus aux réunions. Lui? Oui. Oui, mais c'est maintenant que je serai obligé d'aller porter officiellement. Puisque ce n'est pas sur notre table. Je serai obligé. J'ai même saisi Oumarou Inoua, son ami d'enfance, qui a joué avec lui avant moi dans l'Union. Donc, au sortir d'ici, on va essayer de... Il faut aussi contacter les dirigeants de l'Union. Nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de le faire. Nous allons contacter l'Union de Douala. Nous allons contacter notre ancien président, qui est même le président du Conseil des sages de l'Union.
Il faut lui trouver une maison pour habiter, il faut le payer, il faut tout cela. Quand même, il a beaucoup de problèmes. Tout ça, on va mettre sur la table et puis voir un peu comment on peut, par quel bout commencer. D'accord. Et par quel bout achever? Parce que là, il faut également comprendre qu'il a la hernie aujourd'hui, il faut trouver la solution. Quelle est la porte de sortie? La porte de sortie, c'est une prise en charge globale. Globale et multisectorielle. Mais ce que le EPSO dit est un élément de plus pour dire que de lui-même, il ne peut pas faire ce qu'il demande. Il ne peut plus venir à la réunion parce que la déprime depuis le décès de son époux, c'est des événements. Ça évolue, le stress, mais au début c'était un stress juste. Après, ça devient brûlant, cuisant, la dépression continue et c'est la psychose qui s'installe. Ça va aller grandissant. De lui-même, il ne peut plus rechercher les siens. Il ne peut plus. Et tout ce qu'il aura comme autre pathologie vient être un additif. Donc, ce que je pense, nous, cliniciens, nous pouvons prendre en charge, je veux dire, nos fils, nous pouvons prendre en charge ce côté-là. Si ce n'est que ce côté, c'est vraiment lui. Maintenant, les éléments pour accompagner, pour qu'il guérisse définitivement. Parce que la guérison ne viendrait que quand on pourra le remettre à l'état antérieur pour qu'il retrouve son groupe librement, qu'il retrouve sa famille et qu'il retrouve une sécurité, c'est-à-dire une maison, un endroit habitable et se nourrir. Très bien. Alors, docteur Boni, qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour lui? Vous êtes chirurgien urologue. Alors, comme on l'a dit, on peut prendre en charge cette pathologie, quoi qu'elle soit à ce stade, de façon aisée. Et ceci peut se faire aisément dans nos structures sanitaires au Cameroun. Cette prise en charge passe par la chirurgie. Mais en amont, il faut régler les causes de cette hernie. Donc, il serait important qu'il aille en consultation de chirurgie, et notamment d'urologie, vu l'âge. Qu'on essaye de rechercher tous les facteurs épiogènes, qu'on les répertorie et puis qu'on les prenne en charge. Et une fois que ceux-ci seront pris en charge, on pourra donc secondairement prendre en charge la maladie. Et la maladie, le traitement est résolument chirurgical. Il existe différentes techniques pour la soigner. Permettez que je fasse un petit aperçu quand même. En 30 secondes, parce que nous sortons de l'émission. D'accord. La chirurgie peut se faire à ciel ouvert. On peut ouvrir au site où il y a l'orifice, réintégrer les intestins dans l'abdomen et refermer l'orifice. Et la fermeture de l'orifice peut se faire avec du fil ou avec une prothèse. Et dans son cas, l'idéal, c'est une prothèse. Parce que nous courions le risque d'avoir une récidive un peu plus tard, très rapidement. Vu que, comme l'a expliqué le docteur au départ, la paroi musculaire aujourd'hui est très faible. Et en dehors de ça, on peut également opérer avant de fermer, comme on le dit habituellement, en cilioscopie, en ciliochirurgie. Et ça également, ça se fait très bien. Très bien. Alors, docteur Tankwa, vous avez un rôle important à jouer dans le cadre de la prise en charge de ces derniers. Oui, bon, en fait, je vais compléter ce que mon confrère a dit. Ça dépend, le traitement est chirurgical. Il est essentiellement chirurgical. Le plus souvent, on le fait sous anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire on n'endort pas le patient. Et de plus en plus, les recommandations chez l'adulte, c'est de mettre la prothèse. Mais, comme il a dit, ailleurs, dans les pays développés, ils le font sous cilioscopie. C'est-à-dire c'est un abord fermé, c'est-à-dire pour minimiser les incisions. Et là, ça se fait sous anesthésie générale. Mais dans notre contexte, c'est beaucoup plus l'anesthésie loco-régionale, la demi-anesthésie, classiquement. Très bien. Maintenant, vu son âge, il ne faut pas seulement traiter la pathologie, mais il faudrait rechercher des facteurs de risque.
Lui, vu son âge, il faut forcément explorer la fonction cardiaque, demander un ECG avant de s'engager à l'opérer. Merci à vous, chers messieurs et chères madame également, d'être venus partager avec nos téléspectateurs sur le cas de Ouna Norbert. Merci également à vous, Bep Solo. J'allais dire Ismaël Pierre Bep, alias Bep Solo. Merci à tous ceux qui sont venus. Nous allons marquer une autre pause ici. Ce n'est pas le seul cas. Il y a des cas, en tout cas, qui sont très souvent relevés et diffusés, en tout cas, dans le cadre de cette émission Regard Social. Mais seulement, tout ce qui est demandé ici, lui-même, il a dit, il a besoin d'aide. Il voudrait sortir de ses pétrins parce que sa hernie et autres, en tout cas, problèmes psychiques qu'il peut avoir sont également des situations qui l'affaiblissent davantage. Donc, il tend la main à tout le monde, à tous ceux qui regardent ce programme. C'était une vieille gloire qui continue quand même, qui espère aujourd'hui retrouver la vie normale. Donc, nous marquons une pause avec ce reportage qui vous permet également de découvrir un autre cas, une femme qui a été violée 3 fois et elle a fait 3 enfants également. À chaque fois qu'elle a été violée, elle est tombée enceinte, elle a fait un enfant. Aujourd'hui, la rentrée approche, elle a ses enfants, elle ne sait pas comment faire pour envoyer ses enfants à l'école. Ça devient une véritable situation. Juste après, nous allons recevoir Irène Tembe. C'est une dame visiblement abattue que l'on retrouve en pleine réflexion avec ses enfants dans un coin du 5e arrondissement de la ville de Douala. Makuo Guylaine Christelle, 33 ans, occupe une chambre de 2 mètres sur 3, naturellement avec ses enfants. La plaque à gaz d'une certaine époque, un lit à coucher, un panier de vêtements et bien d'autres effets discutent l'espace de vie qui accueille également le demi-matelas sur lequel une partie de ses enfants passe la nuit. Cet environnement insalubre qui constitue le quotidien de Guylaine et ses enfants est la conséquence de la mauvaise enfance qu'a connue cette dernière. Guylaine, suite à la maltraitance dont elle faisait l'objet alors qu'elle vivait avec sa tante, se retrouve dans un orphelinat. Et c'est dans ce milieu qu'elle dit avoir été abusée sexuellement. Une fois là-bas, bon, c'est les dirigeants là. Il y avait un monsieur, il avait l'habitude, l'un de nos encadreurs. Et du côté il y avait du côté des filles où on faisait les toilettes, donc les toilettes des filles, les toilettes des hommes. Et à un moment, il me dit, au moment où les filles se lavent en groupe et les hommes se lavent en groupe, il y avait l'heure. Mais à l'heure où les filles allaient se laver, lui, il me disait, il me donnait une tâche de faire. Il me punit, il me punit. Moi, je me disais que c'était sa façon, sa stratégie d'opérer. Il me punit. Et pendant que je suis en train de faire la punition, les autres filles aillent se laver. Quand elles finissent, quand les toilettes sont libres, c'est où il m'envoie maintenant me laver. Et c'est quand j'arrive maintenant qu'il me prenait toujours par derrière. La première fois, j'avais tellement perdu du sang. Il m'a lavé, quand il a fini, il m'a lavé de lui-même. Et il a nettoyé le sang. Il m'a dit de ne pas parler à personne. Si je parle à personne, on va me chasser. Et d'ailleurs, je vais le sentir. Il va me faire du mal. Donc bref, il me menaçait. Guylaine était âgée de 15 ans à l'époque. Cette pratique lui était imposée par un encadreur de l'orphelinat qui, selon elle, profitait de sa naïveté, mais elle n'a pas pu supporter le rythme alors qu'elle était déjà enceinte sans le savoir. À un moment, j'avais d'abord fui, j'ai déserté. Et aller dormir, je tournais toujours autour de l'orphelinat quand il m'avait fait ça. Mais bien après, apparemment, j'avais quelque chose en moi, j'avais mal au bas-ventre et chaque fois je sentais, il y avait une odeur qui sortait en moi. C'est une maman encore qui est venue me dire, j'ai pris l'enfant si quelque part elle rôdait là dehors. Et comme j'ai vu l'orphelinat est prêt, j'ai décidé de venir avec l'enfant ici. Et quand nos yeux se sont croisés, j'ai fumé caché derrière le dos de la maman. La maman m'a demandé c'est quoi. Je ne voulais pas parler parce que j'avais peur. Quand j'ai fui de cet orphelinat-là, en quittant de là, j'étais enceinte sans savoir moi-même. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais enceinte. Quand j'arrivais dehors, au mesure que je montais, je descendais, que j'ai constaté, moi-même j'avais des nausées, des symptômes, que j'ai su que j'étais enceinte. Voilà qu'elle retourne à l'orphelinat pour accoucher son premier bébé conçu suite au viol. Guylaine n'a jamais dévoilé que le père de son fils était un responsable de l'orphelinat. Toute chose qui a amené le violeur à poursuivre son action quelques mois après la naissance du premier bébé.
la façon même dont j'ai conçu même cet enfant. À chaque fois, même quand il me gelait et quand j'avais mes douleurs, il ne voulait pas m'aider, il ne voulait pas m'amener à l'hôpital, tout ça. Et il revenait à chaque fois, ça me faisait mal. J'avais même les photomans, je ne sais pas si c'est comme ça, on appelait ça. C'est maintenant, comme j'ai grandi, que je sais qu'on appelle ça les photomans. Parce que tellement j'avais le sang qui coulait et j'avais des blessures au sexe. Tout le temps abusé sexuellement. Et chaque fois, il m'interdisait de parler. Un jour, j'en avais marre. J'ai fui encore à nouveau. Et en sortant de là, je suis arrivé dehors, j'ai constaté que j'étais enceinte. Et en fuyant, je ne vais pas vous mentir, parce qu'il m'avait donné libre accès d'entrer dans son bureau. Je voyais toujours là où il avait l'habitude de soulever l'argent pour garder. Donc, un jour, j'ai vu l'argent là-bas. C'est pris sans coup. Je suis partie. J'ai pris l'enfant, je suis partie. J'ai seulement disparu. Alors je suis tombée ici à Douala, j'ai emprunté le transport, je suis arrivée ici à Douala. C'est quand j'arrive ici à Douala que je ne sais même de quel côté commencer, par où commencer. Je vais donc m'asseoir dans une église. Je passais mes nuits à pleurer et prier parce que j'ai commencé à prier à l'âge de 8 ans. Que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament comme ça sortait, petit livre là. J'avais ça, je passais mon temps à prier, à lire, je priais. Mais au fur et à mesure, le ventre sortait, le ventre poussait. Et c'est quand cette maman m'a rencontré, le monsieur a dit que j'essaie de l'accoster et elle ne fait que me fuir. Peut-être elle a subi, c'est une petite qui a subi beaucoup de chocs. Alors la maman est venue vers moi, elle me parlait, je pleurais seulement. Elle a demandé, tu es enceinte, je n'ai rien dit. Elle m'a dit, tu vois encore tes règles, j'ai dit que je ne vois plus, je ne saigne pas. Avant qu'elle a constaté que le ventre pousse, elle a constaté que il s'agissait bel et bien d'une grossesse. Cette maman m'a aidé, elle m'a acheté les vêtements, elle m'a confié au pasteur de l'église, la PK 14. C'est dans cette église que j'ai accouché de cet enfant, de mon deuxième enfant. Et j'ai accouché l'enfant là-bas. Et c'était pas facile. C'était vraiment une souffrance parce que je ne mangeais pas et l'enfant n'avait pas le lait. Et je passais tout mon temps à pleurer. Je ne voulais même pas téter l'enfant. C'est les gens de là qui passaient le temps à me consoler, en me disant, tu ne têtes pas l'enfant va mourir. Tu as souffert, si tu n'as pas de famille que tu es en train de construire comme ça et Dieu va t'aider. Ne regarde pas dans quelles conditions l'enfant est venu, mais essaye seulement de supporter. Et tu pries, comme tu nous as dit, tu pries. Comme nous on te voit prier, il faut continuer de prier. Donc c'est là où est venue la deuxième grossesse. 2 enfants à la suite du viol. C'est le sort réservé à cette dame qui contemple ses enfants au quotidien, mais impossible de les prendre en charge convenablement. Son arrivée à Douala n'était pas pour le bonheur. Guylaine, pour se nourrir, a fouillé les poubelles pour collecter les restes de nourriture. Je sonnais dans les coins, je voyais là où on a mangé, on ne peut pas la nourriture, le reste de nourriture dans les plats. C'est par là que je me nourrissais, je mangeais, je nourrissais aussi l'enfant, le reste du couscous. Bon, à un moment maintenant, je me suis retrouvée à 14 parce que je passais mes jours à marcher. On me disait, d'aucuns me voyaient, on me disait, tu fais du touriste. Alors je me suis retrouvée à côté de ce bar. Quand la nuit tombait, je reculais les bancs là-bas, j'essayais de me cacher, dormir là-bas avec l'enfant en bas de la table, à même le sol. Et après ça, un jour, le monsieur qui faisait le port m'a appelé, j'ai fui. À chaque fois quand je voyais, il était distrait avec les clients, je revenais, je contournais par derrière pour ramasser le reste de porc que les clients ont mangé avec les morceaux de plantain. Son partenaire de tous les jours est la souffrance. En ce moment, elle traîne un nouveau-né. Un 3e enfant, également conçu à la suite du viol. Un viol survenu à Tchang, dans le département de la Ménois. Alors que le véhicule qui les transportait du village pour la ville, après une manifestation, est tombé en panne. Du coup, l'équipe composée en majorité des femmes s'est retrouvée à passer la nuit dans un domicile de fortune. Et c'est de là que le pire est survenu. Le chauffeur, il a simulé une panne. Parce que d'après, quand je revois le film, voilà la conclusion, il a simulé une panne. Il dit que la voiture est en panne. Et il ne peut pas trouver de garage à cette heure-là.
il va nous trouver un endroit pour dormir. Et une fois, le matin, il va aller dépanner avant qu'on va reprendre la route. Alors à 1h, 2h, vers 1h, 2h comme ça, quelqu'un a cogné à la porte. Nous avons fait comme si on dormait beaucoup, comme si on n'avait pas compris. Directement, on comprend un coup sur la porte. Voilà, ils entrent en groupe. Tu vois des colosses avec les lunettes noires. Et il y a une qui était avec moi, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à supplier. Ouais, pardon, ne nous faites pas de mal. Ouais, pardon. Moi, j'étais là, moi, très tranquille, en méditant toujours ma prière, bien que j'avais peur à l'intérieur. Alors, la fille est sortie pour vouloir fuir. Les autres sont précipités sur elle. Moi, je me lève, puisqu'elle criait. Moi, je me lève maintenant pour vouloir guetter et chercher à la secourir. Mais il n'y avait pas moyen. Ils m'ont récupéré. Moi, je sais que j'ai eu un coup sur la tête. Donc, je me rappelle de rien. Absolument, vraiment de rien. C'est quand je me réveille le matin, même pas le matin, parce que je peux dire que le moment où je me suis réveillée, c'est je suis dans une clinique et c'est le docteur qui me dit que... Voilà donc la situation de Guylaine, en tout cas cette femme qui aujourd'hui est mère de 3 enfants après avoir subi 3 viols de manière différente, bien entendu. Alors, Irène Tembe est sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir Flavien. Quelle est la situation de Guylaine? Les différentes contributions à l'encontre de Guylaine sont les suivantes. Bienfaiteur 2500, Tant que Ange 10 000, Bienfaiteur de Yaoundé 50 000, Yolande Christie 5 000, Un Chrétien 5 000, Bienfaiteur 5 000, Neba Francky 5 000. Et à la suite des contributions de Guylaine, nous avons également le cas de la jeune fille, la jeune adolescente Fabiola, âgée de 16 ans, qui est enceinte. Les différentes contributions sont les suivantes. Bienfaitrice 15 000, Madame Chantal 3 000, Kitio 10 000, Viviane Kenyé 2 500, Bienfaiteur de Coteau Village 5 000 francs, Avomo Jeanne-Marie 5 000, une famille chrétienne à Bonabéré 3 000, Bienfaiteur de la diaspora 50 000, la bienfaitrice de Bonabomeloum 5 000 francs, infirmier d'hôpital Sébec 10 000 francs. Madame Ekani Élise Florette, elle a donné des vêtements pour bébé. Madame Dichua Yvette, des vêtements pour bébé. Bienfaitrice 5 000, bienfaitrice 2 500, Franck William Eboko 2 600, une famille bénie depuis l'Allemagne 12 000, bienfaiteur de Kribi 2 000, un commerçant de Bepandan Dungé 2 000, Séverin Chofo 2 000, Mireille Chamdangongan 5 000, Mogué Clotilde 10 000 francs CFA, ce qui nous donne un montant pour le cas de la jeune Fabiola de 540 349 francs CFA. Alors, donc, ce sont des cas qui ont besoin de soutien ou davantage de soutien parce que pour Guylaine, par exemple, qui a 3 enfants à l'issue de 3 viols, elle doit forcément envoyer ses enfants à l'école. Tout à fait. Nous avons davantage le droit de l'accompagner, de l'aider, de lui venir en aide en même temps. Tout à fait. Et Guylaine et Fabiola ne sont pas les seuls dans ce cas. Nous avons également le cas des enfants Tiafak. Il y a eu des contributions également à leur encontre. Avomo Jeanne-Marie 5 000, Kameni Marie Gisèle 10 000, la bienfaitrice de Bonabomeloum 5 000, restaurant Mamedi 7 000, bienfaitrice 2 500, Anelco 25 000, Mogué Clotilde 10 000 francs. Ce sont autant de contributions. Tout à fait. Et pour le cas des enfants Tiafak, nous avons un montant de 1 808 742 francs CFA. Il est à noter qu'il s'agit de 2 adolescents. Donc il reste encore beaucoup à faire pour que ces 2 jeunes adolescents deviennent comme les autres adolescents qui sont en train de vivre actuellement dans la ville de Douala, de s'amuser et tout. Bref, aller à l'école comme les autres. Jouer au football, puisqu'il y a un qui aime bien le football aussi, il a déclaré d'ailleurs sur ce plateau. Donc des hommes de bonne volonté qui ont l'habitude de faire le geste sont priés de contacter le 690 50 50 94.
Très bien. Merci à vous, Irène. Merci, Flavien. Merci également à nos chers téléspectateurs qui sont restés davantage nombreux à regarder cet autre programme de Regard Social. Nous allons quitter cette émission, ce plateau en tout cas, sans avoir dit merci à Séverin Tchumban, Eric Ouattad, Carlos Minou et Dani Warren Zede, qui est le réalisateur de ce programme. Et dire également merci à Samuel Tchoufa qui m'a aidé à préparer ce programme et également le grand public qui est avec nous tous les jeudis soirs. Merci à vous, ce grand public également. Flavien Ndongo, c'était Regard Social. Bonsoir.